J'ai une annonce à faire, a déclaré Andrew en tapotant son verre de vin avec une cuillère. La conversation autour de la table bondée de mes parents s'est calmée alors que tout le monde se tournait vers mon mari depuis 7 ans. J'ai observé attentivement son visage, notant le léger tremblement dans sa main, la façon dont ses yeux se sont tournés vers ma sœur Jenna avant de s'installer quelque part au-dessus des têtes de tout le monde. Mon cœur battait régulièrement, ne trahissant rien des connaissances que je portais depuis des mois. Vivien et moi allons divorcer, continua-t-il d'une voix plus ferme. Je n'avais pas prévu de l'annoncer de cette façon, mais comme tout le monde est ensemble. Ma mère haletait. Tante Patricia a posé une main sur son cœur. Les sourcils broussailleux de mon père se rejoignirent en signe de confusion. Il y a plus, ajouta Andrew, tendant la main par-dessus la table pour prendre la main de Jenna. Jenna et moi sommes tombés amoureux. Nous essayons de nous battre depuis des années, mais parfois l'amour te choisit. Le silence choqué qui a suivi a été brisé seulement par le murmure de ma mère, « Oh mon Dieu !» Tous les regards se tournèrent vers moi, attendant l'inévitable panne, les larmes, les cris, peut-être le jet de la bonne porcelaine de ma mère. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête calmement et j'ai dit, « S'il vous plaît, tout le monde vérifie vos emails maintenant. Je m'appelle Vivien et, 32 ans, actuellement employé comme spécialiste en criminalistique numérique pour une entreprise de cybersécurité la Seattle. Mon travail consiste à reconstruire des preuves numériques, à suivre des empreintes électroniques et à documenter les modèles de comportement numérique. Je suis bon dans ce que je fais, méthodique, minutieux et patient. Ce que je voulais était simple, un mariage aimant fondé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Mon mari Andrew et ma sœur cadette Jenna se trouvaient sur mon chemin, qui avaient apparemment décidé que leur bonheur valait la peine de sacrifier le mien. L'injustice n'était pas seulement leur affaire. C'était la tromperie élaborée qui l'accompagnait, les mensonges racontés non seulement à moi mais à toute notre famille, la réécriture de notre histoire commune pour justifier leur trahison, l'hypothèse que je jouerais le rôle d'une victime aveuglée dans leur récit soigneusement construit. Des emails ? Demanda Andrew, la confusion illuminant son visage. Quels emails ? Je les ai envoyés juste avant le dîner, répondis-je en sortant mon propre téléphone. Tout le monde aurait dû les recevoir maintenant. Autour de la table, les membres de la famille ont pris leur téléphone avec hésitation. Mon cousin David a été le premier à ouvrir son courrier électronique, les yeux écarquillés alors qu'il en parcourait le contenu. Ma mère l'a suivi, sa main portée à sa bouche alors qu'elle haletait pour la 2e fois de la soirée. « Qu'avez-vous fait ?» siffla Jenna, son visage pâlissant alors qu'elle attrapait son propre téléphone. Andrew avait l'air de plus en plus mal à l'aise, regardant entre moi et son email toujours non ouvert. « Vivienne. Quoi que ce soit, ce n'est que de la documentation, dis-je d'un ton neutre. Quelque chose pour lequel je suis particulièrement doué. » Alors que de plus en plus de membres de la famille ouvraient leurs emails, les expressions autour de la table passaient du choc face à l'annonce à quelque chose de plus sombre, désapprobation, colère et déception, dirigées non pas contre moi mais contre Andrew et Jenna. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait encore, c'est que les courriels qu'ils lisaient ne contenaient qu'une fraction des preuves que j'avais compilées. L'ampleur de la trahison était bien pire que ce que quiconque autour de cette table à l'exception peut-être d'Andrew et Jenna pouvait imaginer. Andrew et moi nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative pour l'hôpital pour enfants de Seattle il y a 8 ans. C'était un anesthésiste pédiatrique, dévoué et compatissant. J'étais là pour représenter mon entreprise, qui avait fait don de services de cybersécurité à l'hôpital. Notre connexion a été immédiate et intense. En moins d'1 an, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans le jardin de mes parents. Ces premières années étaient belles. Nous avons acheté un bungalow Craftsman à Queen Anne et avons passé des week-ends à le rénover ensemble. L'horaire de travail d'Andrew était exigeant, mais il prenait toujours du temps pour nous, des escapades surprises le week-end, la préparation de petits déjeuners élaborés le dimanche, laissant de petites notes dans le sac de mon ordinateur portable. Je ne m'étais jamais senti plus en sécurité ni plus aimé. Jenna avait toujours été la personne agitée de notre famille, abandonnant ses études universitaires à 2 reprises, déménageant entre les villes et changeant de carrière à une fréquence vertigineuse. Lorsqu'elle est revenue à Seattle il y a 3 ans après une autre tentative infructueuse pour se retrouver à Denver, c'est moi qui lui ai suggéré de rester avec nous jusqu'à ce qu'elle trouve sa place. Andrew était hésitant au début. « Êtes-vous sûr ? Cela pourrait changer notre dynamique, a-t-il déclaré. « C'est ma sœur, répondis-je. La famille est de la famille. » Ce qui était censé être un séjour de 2 mois s'est étiré en 6. Jenna a rapidement trouvé un emploi dans une galerie d'art locale,
mais a affirmé qu'elle ne pouvait pas se permettre les prix de location de Seattle. Cela ne me dérangeait pas. J'avais toujours voulu être plus proche de ma sœur, et sa présence semblait combler un vide dont je n'avais pas réalisé l'existence dans notre maison. Avec le recul, je vois les signes avant-coureurs que j'ai manqués. Comment Andrew a commencé à travailler plus tard. Comment Jenna ferait des courses qui prenaient des heures de plus que ce qu'elles auraient dû. Comment ils se sont développés dans des blagues dont je ne faisais pas partie. La tension occasionnelle qui remplissait une pièce lorsque j'entrais, comme si j'avais interrompu quelque chose. Vous semblez bien vous entendre tous les deux, a commenté ma mère lors d'un barbecue familial, en regardant Andrew aider Jenna à installer un filet de badminton. Pourquoi pas? Avais-je répondu, véritablement perplexe. Ma mère haussa les épaules. Certains hommes ne s'entendent pas avec leur belle famille. Vous avez de la chance. J'ai eu de la chance, pensais-je. Mon mari et ma sœur étaient devenus amis. Notre maison semblait plus vivante grâce à l'énergie de Jenna. Si Andrew semblait parfois distant, je l'attribuais au stress au travail. Si Jenna le regardait occasionnellement avec une étrange intensité, je rejetais cela comme étant mon imagination. Même après que Jenna ait finalement emménagé dans son propre appartement, elle est restée une présence constante dans nos vies, dîner du dimanche, soirée cinéma impromptue, appel à l'aide pour les réparations ménagères qui ne pouvaient apparemment pas attendre que je rentre du travail. Tu fais trop confiance, m'a dit une fois mon ami Heather après avoir vu Jenna appeler Andrew pour la 3e fois pendant notre déjeuner. Je ne laisserai pas ma sœur se sentir aussi à l'aise avec mon mari. J'en avais ri. Jenna est juste dans le besoin. En plus, c'est Andrew. L'implication était claire, Andrew ne me trahirait jamais. Il était trop honnête, trop dévoué, trop bon. Si je le surprenais parfois en train de regarder un SMS entrant et de ranger rapidement son téléphone, je me disais de ne pas être paranoïaque. Si lui et Jenna se taisaient parfois lorsque j'entrais dans une pièce, je m'assurais que c'était une coïncidence. Après tout, la confiance était le fondement de notre mariage. La découverte est venue par hasard, comme c'est souvent le cas. Il y a 6 mois, j'utilisais l'ordinateur portable d'Andrew pour commander des plats à emporter pendant qu'il était au travail. Lorsque j'ai ouvert le navigateur, il a automatiquement restauré sa session précédente, y compris son email. Je ne cherchais rien. Je n'avais aucun soupçon qui m'obligeait à fouiner. Mais voilà, une série de messages entre Andrew et Jenna, explicites et sans ambiguïté. La nuit dernière, c'était incroyable, avait écrit Jenna. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Nous devons être plus prudents. Je ne veux pas blesser Viv, répondit Andrew. J'ai lu l'intégralité du fil de discussion avec un étrange détachement, comme si j'examinais les preuves d'une affaire au travail, plutôt que d'assister à l'effondrement de mon mariage. Les courriels remontaient à plus de 2 ans aux 2 années de tromperie se déroulant sous mon nez. J'ai fermé l'ordinateur portable sans commander le dîner. Quand Andrew est rentré à la maison ce soir-là, j'ai cherché sur son visage des signes de l'étranger que j'avais découvert. Certaines indications suggèrent que l'homme qui m'a embrassé sur le front et m'a posé des questions sur ma journée était le même qui avait écrit ces messages. Pour ma sœur, mais il avait exactement le même aspect. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant mon silence. « Dure journée de travail. »« Juste fatigué, répondis-je en l'observant attentivement. Avec quelle facilité le mensonge lui venait, avec quelle aisance il se déplaçait dans notre maison, notre vie, tout en gardant ce secret. Au cours des jours suivants, je me suis retrouvé à osciller entre engourdissement et douleur dévastatrice. Je me réveillais à 3 heures du matin, le cœur battant, en me demandant comment j'avais pu rater les panneaux. Pendant la journée, je fonctionnais en pilote automatique, allant au travail, préparant le dîner, m'engageant dans des conversations qui me semblaient désormais scénarisées et creuses. Je ne les ai pas confrontées immédiatement. Une partie de moi espérait qu'il y avait une explication, quelque chose qui donnerait un sens à l'incompréhensible. Peut-être que les emails n'étaient qu'un fantasme sans suite. Peut-être qu'Andrew avait été manipulé d'une manière ou d'une autre. Peut-être avais-je mal compris le contexte. Mais les habitudes professionnelles ont la vie dure. J'ai commencé à documenter, presque inconsciemment au début. J'ai remarqué qu'Andrew prétendait travailler tard, mais sa position était affichée ailleurs. J'ai enregistré des rencontres accidentelles entre lui et Jenna qui semblaient trop fréquentes pour être une coïncidence. J'ai fait correspondre les relevés de cartes de crédit avec les réservations d'hôtels et les frais de restaurant. Les preuves s'accumulent, irréfutables et déchirantes. Non seulement ils avaient une liaison, mais ils étaient extrêmement insouciants à ce sujet,
comme s'il ne s'attendait pas à ce que je le remarque, ou peut-être qu'il s'en fichait si je le remarquais. 2 semaines après ma première découverte, je me suis retrouvé assis dans ma voiture devant un hôtel haut de gamme du centre-ville, regardant Andrew et Jenna entrer ensemble. Il riait, sa main posée intimement sur le bas de son dos. J'ai pris des photos machinalement, en les ajoutant à mon dossier qui s'agrandissait. Cette nuit-là, Andrew est rentré tard, affirmant qu'une opération chirurgicale d'urgence l'avait retenu à l'hôpital. J'ai hoché la tête, je lui ai servi un dîner réchauffé et j'ai écouté sa fiction élaborée sur un enfant avec une appendice rompue. « Tu as l'air épuisé, dis-je, étudiant la légère trace de rouge à lèvres sur son col. L'ombre de Jenna. C'était intense, a-t-il reconnu en me tendant la main par-dessus la table. Mais je suis à la maison maintenant. La tendresse du geste m'a presque brisé. À ce moment-là, j'ai réalisé que je vivais avec un parfait inconnu, quelqu'un capable de me regarder dans les yeux tout en construisant une réalité alternative. L'homme que j'avais épousé, la sœur avec qui j'avais grandi, n'existait pas non plus comme je l'avais cru. J'ai retiré ma main doucement. Tu devrais te reposer. Cette nuit-là, alors qu'Andrew dormait à côté de moi, j'ai pris ma décision. Je ne les affronterai pas encore. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de mes larmes ou de ma rage. Je continuerai à rassembler des preuves, à monter mon dossier de manière méthodique et approfondie. Quand le moment serait venu de révéler ce que je savais, ce ne serait pas en privé, où il pourrait gérer le récit. Ce serait public, irréfutable et entièrement selon mes conditions. Pendant les 2 mois suivants, j'ai vécu une double vie. Pendant la journée, j'étais Vivien, épouse dévouée et sœur aimante. J'ai assisté aux réunions de famille, entretenu notre maison et poursuivi les routines de notre mariage avec une précision robotique. La nuit, je devenais un détective dans ma propre vie, documentant méticuleusement la toile de mensonges qui m'entourait. Plus j'en découvrais, plus leur tromperie s'avérait élaborée. Ils avaient créé un calendrier numérique partagé avec des entrées codées pour coordonner leurs réunions. Ils avaient une carte de crédit commune dont je n'avais jamais entendu parler, utilisée exclusivement pour leurs rendez-vous. Ils avaient même discuté de projets futurs, des vacances qu'ils prendraient, une maison qu'ils espéraient acheter une fois qu'ils auraient compris la situation de Vivien. Ma première tentative de confrontation a eu lieu après 3 mois de surveillance. Je l'ai abordée de manière stratégique, en choisissant un moment où Andrew était vulnérable, fatigué après un long travail, légèrement adouci par un verre de vin. Je pense que nous devrions parler de Jenna, dis-je avec désinvolture, alors que nous étions assis sur la balancelle un soir. Son corps se tendit infiniment. Et elle ? J'ai remarqué que vous sembliez proche. Andrew rit, le son légèrement forcé. C'est ta sœur, bien sûr que nous sommes proches. Non, je veux dire très proche, Andrew. J'ai soutenu son regard fermement. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ? Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait avouer. Quelque chose brillait dans ses yeux de la reconnaissance, peut-être même de la culpabilité. Puis son expression se durcit. Je ne sais pas ce que vous suggérez, mais je n'apprécie pas ça, dit-il froidement. Jenna fait partie de la famille. Si vous ne vous sentez pas en sécurité à propos de quelque chose, c'est de votre faute. Le refus rapide et la réorientation, me présentant comme une épouse irrationnelle et jalouse, ont été si fluides qu'ils m'ont presque fait douter de mes propres preuves. Presque. Mon approche suivante a été plus directe. J'ai laissé les fenêtres du navigateur ouvertes aux confirmations d'hôtels, j'ai placé ma chronologie documentée là où il pourrait la découvrir accidentellement. À chaque fois, Andrew trouvait des moyens d'expliquer les preuves ou les ignorait simplement complètement. Pendant ce temps, Jenna lançait sa propre contre-offensive. Elle a commencé à m'appeler plus fréquemment, me suggérant des activités entre sœurs avec un enthousiasme artificiel. Elle m'a présenté à des hommes célibataires lors d'événements dans des galeries, commentant, Andrew et moi pensons tous les deux que vous travaillez trop. Vous devriez sortir davantage. La cruauté désinvolte d'essayer de m'installer en dormant avec mon mari était à couper le souffle. La révélation la plus douloureuse est venue de ma mère, qui a mentionné innocemment que Jenna avait aidé Andrew à planifier quelque chose de spécial pour votre anniversaire. Elle a été très secrète à ce sujet, a déclaré maman, mais elle a mentionné qu'il travaillait sur la surprise depuis des mois. Notre anniversaire était encore dans 4 mois. L'idée qu'ils s'en servaient comme couverture pour leur rencontre, impliquant ma propre mère dans leur fiction, a cristallisé quelque chose en moi. Ce n'était pas qu'une liaison. C'était une campagne systématique visant à manipuler tout le monde autour de nous. J'ai décidé de forcer le problème. Un soir,
j'ai délibérément laissé des preuves de leur liaison au reçu d'hôtel, capture d'écran de leurs messages sur le comptoir de la cuisine, là où Andrew les retrouverait à son retour à la maison. J'ai attendu dans le salon, préparé pour la confrontation qui allait enfin tout révéler au grand jour. Les heures passèrent. Finalement, Andrew entra, l'air grave. « Nous devons parler », dit-il en s'asseyant en face de moi. « Oui, nous le faisons », ai-je accepté, ressentant un étrange sentiment de soulagement à l'idée que la mascarade touchait à sa fin. « J'ai trouvé quelque chose de dérangeant », a-t-il poursuivi en posant un dossier sur la table basse entre nous. Je l'ai attrapé, m'attendant à voir les preuves que je lui avais laissées. Au lieu de cela, j'ai trouvé des courriels imprimés entre moi et un collègue de travail ou des messages innocents discutant d'un projet, édité pour paraître romantique et incriminant. « Je sais pour David, » dit Andrew, la voix tendue par une douleur fabriquée. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Le moment était tellement surréaliste que j'en ai presque ri. Il avait fabriqué des preuves d'une liaison pour m'accuser, une parfaite distraction de sa propre trahison. Il ne se passe rien avec David, dis-je calmement. Ces messages concernent le travail et vous le savez. Il me semble assez intime, rétorqua-t-il. Toutes ces nuits tardives au bureau, ça prend du sens maintenant. J'ai réalisé avec une clarté surprenante qu'il ne faisait pas que dévier. Il était en train de mettre en place sa justification, créant un récit dans lequel mon infidélité imaginée l'avait poussé dans les bras de Jenna. La nature calculée de cela m'a glacé jusqu'aux os. Je pense que nous devrions prendre un peu de temps séparément, dit-il en me prenant la main avec une inquiétude exercée. Ce n'est sain pour aucun de nous. À ce moment-là, j'ai compris qu'une confrontation directe ne fonctionnerait jamais. Andrew et Jenna avaient trop investi dans leur version de la réalité. Ils nieraient, détourneraient et déformeraient la vérité jusqu'à ce que leur fiction devienne le récit accepté. Le temps passé à part pourrait être une bonne chose, ai-je accepté, voyant le soulagement envahir ses traits. Il ne s'attendait pas à ce que je concède si facilement. Je suis content que tu comprennes, dit-il en me serrant la main. Il ne s'agit pas ici de blâmer. Parfois, les gens se séparent. Sa sympathie exercée était presque admirable. Je me demandais combien de fois il avait répété cette conversation avec Jenna, perfectionnant son expression inquiète dans le miroir de sa salle de bain. Je vais rester avec Jenna pendant que nous résolvons les choses, a-t-il poursuivi. Elle m'a proposé sa chambre d'amis lorsque je lui ai parlé de la situation. Bien sûr qu'elle l'avait fait. J'ai hoché la tête, jouant le rôle qui m'était assigné dans leur scénario tout en passant mentalement à une nouvelle phase de mon enquête. Si Andrew pensait que mon acquiescement signifiait capitulation, il se trompait lourdement. La semaine suivante, alors qu'Andrew déménageait certaines de ses affaires dans l'appartement de Jenna, j'ai pris une journée personnelle de travail. Alors qu'il me croyait au bureau, j'ai rendu visite à un détective privé recommandé par un collègue. Douglas Parker s'est spécialisé dans les affaires d'infidélité et a témoigné dans des centaines de procédures de divorce. Je ne cherche pas à vous embaucher, expliquai-je en étalant mes preuves sur son bureau. J'ai besoin d'une évaluation professionnelle de ce que j'ai rassemblé et de conseils sur ce dont je pourrais avoir besoin. Douglas a examiné ma documentation avec une surprise impressionnée. La plupart des clients viennent me voir avec des soupçons. Vous avez apporté un dossier complet. C'est ce que je fais dans la vie, répondis-je, mais pas habituellement dans ma vie personnelle. Il a confirmé ce que je soupçonnais déjà, mon témoignage était convaincant mais pouvait potentiellement être expliqué de manière isolée. Il a recommandé des documents supplémentaires, des dossiers financiers montrant des schémas de tromperie, des déclarations de témoins du personnel de l'hôtel et, plus important encore, des preuves de leur intention d'induire en erreur plutôt que simplement l'affaire elle-même. L'intention est puissante dans les procédures de divorce, a-t-il conseillé. Si vous pouvez prouver qu'ils envisagent délibérément de tromper vous et les autres, cela renforce considérablement votre position. J'ai quitté son bureau avec un objectif renouvelé et une liste de ressources. Au cours du mois suivant, j'ai élargi mon enquête au-delà de la simple documentation de l'affaire. J'ai découvert des tromperies financières que je n'avais pas détectées auparavant. Andrew détournait l'argent de nos économies communes vers un compte privé depuis près d'1 an. Jenna avait facturé des dépenses sur ma carte de crédit à plusieurs reprises lorsque je la lui avais prêtée en cas d'urgence. Le stockage cloud d'Andrew, qui sauvegarde automatiquement ses messages textes, a révélé des conversations entre lui et Jenna discutant de moi en termes cruels et dédaigneux. Ils se sont moqués de ma confiance, planifiant comment ils présenteraient leur relation à notre famille après l'inévitable divorce. Elle est tellement absorbée par son travail qu'elle n'a rien remarqué, avait écrit Andrew.
Nous pourrions probablement faire l'amour sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle tape dans la pièce voisine. Elle nous remerciera probablement d'avoir pris la décision à sa place. Jenna a répondu, de toute façon, elle n'a jamais vraiment su comment être une bonne épouse. La lecture de leur cruauté désinvolte a transformé quelque chose en moi. L'engourdissement qui m'avait protégé a fait place à une colère froide et clarifiante. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une violence psychologique systématique, un effort coordonné pour saper ma réalité tout en préservant leur image de soi. J'ai commencé à préparer la fin du jeu. Le divorce était inévitable, mais il se produirait selon mes conditions, pas les leurs. J'ai consulté Diana Wright, l'avocate spécialisée en divorce la plus respectée de Seattle, qui a examiné mes preuves avec une précision clinique. Il s'agit d'une documentation exceptionnelle, a-t-elle déclaré. La plupart des clients m'apportent des mouchoirs et des accusations. Vous avez apporté des reçus, au propre comme au figuré. À quoi dois-je m'attendre? J'ai demandé. Avec ce que vous avez fourni, un règlement favorable certainement. Mais Washington est un État sans faute. Les tribunaux ne les puniront pas pour l'affaire elle-même. Je ne cherche pas de sanctions légales, ai-je précisé. Je veux que la vérité soit reconnue. Je veux que leur récit soit démantelé. Diana m'a étudié pensivement. Le tribunal de l'opinion publique peut être plus punitif que n'importe quel jugement juridique. Si tel est votre objectif, vous devez réfléchir attentivement à la manière et au moment où vous présenterez ces preuves. Ces paroles ont cristallisé ma démarche. Andrew et Jenna avaient orchestré une fiction publique. La réponse appropriée était la vérité publique, délivrée d'une manière qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni réécrire. Alors que je quittais le bureau de Diana, mon téléphone a sonné avec un SMS de ma mère, dîner en famille chez nous ce dimanche. L'anniversaire de ton père. Andrew et Jenna ont tous deux confirmé. S'il vous plaît, venez, ne rendez pas les choses gênantes. L'étape parfaite s'était présentée. Tous les acteurs seraient réunis, espérant gérer le récit de mon mariage raté et de leur amour naissant. Ils ne savaient pas que je ne suivais plus leur scénario. J'ai passé les 3 jours suivants à préparer méticuleusement ma présentation. Chaque email était adapté à son destinataire, contenant uniquement les informations qui le concernaient. Pour mon père, c'était la preuve qu'Andrew lui avait emprunté de l'argent tout en détournant des fonds vers son compte secret. Pour ma mère, c'était la preuve que Jenna l'avait utilisé pour établir des alibis pour mes tantes et mes cousins. Documentation des mensonges spécifiques racontés à chacun d'eux. La touche finale était un email principal contenant tout, la chronologie complète, toutes les preuves et un compte rendu détaillé de mon processus de découverte. Ce serait ma référence lors du chaos inévitable qui suivrait ma révélation. Dimanche matin, je me suis réveillé avec une étrange sérénité. Je m'habillais avec soin dans une simple robe bleue qu'Andrew avait toujours complimentée. Je me suis coiffé, maquillé légèrement et me suis paré des boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées, un talisman de sa force dont j'avais désespérément besoin. Alors que je me préparais à partir, mon téléphone a sonné avec un SMS de Jenna, « Je vérifie que tu viens ce soir. Papa aurait le cœur brisé si tu ne venais pas. Nous sommes tous une famille après tout. » Cette audace désinvolte a failli briser mon sang-froid. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant que dans quelques heures, leur fiction s'effondrerait sous le poids d'évidences irréfutables. Je suis arrivé à l'heure précise chez mes parents, avec un gâteau fait maison et un cadeau soigneusement emballé pour mon père. Les bruits familiers de la réunion de famille m'ont enveloppé lorsque j'ai pénétré à l'intérieur, les rires du salon, le cliquetis de la vaisselle dans la cuisine, le murmure sourd des commentaires sportifs de la télévision. Andrew et Jenna étaient déjà là, assis côte à côte sur le canapé. Ils avaient maintenu une prétendue amitié informelle dans le cadre familial, mais maintenant, alors que la vérité sur leur relation est sur le point d'être dévoilée, ils se sont assis un peu plus près qu'auparavant, tâtant le terrain de leur couple public. Vivant, ma mère m'a accueilli avec une étreinte serrée. « Je suis tellement contente que tu sois venu. Cela signifie tellement pour ton père. » Je lui rendis son étreinte, respirant son parfum familier, me demandant comment elle me regarderait après avoir lu mon email. Si elle reconnaissait la force qu'il lui avait fallu pour endurer ces mois de tromperie. Le dîner s'est déroulé avec une atroce normalité. Nous avons mangé le rôti de ma mère et discuté de sujets sur la météo, le nouveau bébé de mon cousin, les projets de retraite de mon père. J'ai participé machinalement, regardant Andrew et Jenna échanger des regards à travers la table, anticipant clairement le moment qu'ils avaient prévu. Alors que le dessert était servi, Andrew s'éclaircit la gorge et tapota son verre.
J'ai ressenti un frisson de déjà-vu en reconnaissant le geste d'innombrables réunions de famille lorsqu'il faisait des annonces, promotion d'emploi, nos fiançailles, l'achat de notre maison ou des moments qui m'avaient autrefois rempli de fierté, maintenant révélés comme des étapes dans une relation bâtie sur des sables mouvants. Ce à quoi je n'avais pas prévu, c'était une complication de dernière minute. Juste au moment où Andrew commençait à parler, mon téléphone a sonné avec une alerte de mon système de planification de courrier électronique, la livraison a échoué. Erreur de serveur. Une vérification rapide a confirmé ma pire crainte. Les courriels soigneusement chronométrés n'avaient pas été envoyés. Tandis qu'Andrew se lançait dans son discours préparé sur les décisions difficiles et l'amour inattendu, j'essayais frénétiquement de renvoyer les emails. La réponse du serveur était claire, panne temporaire. Temps de récupération estimé inconnu. J'ai ressenti un moment de pure panique. Tout mon plan reposait sur l'arrivée de ces courriels en même temps que l'annonce d'Andrew. Sans eux, je serais en effet considéré comme l'épouse aveugle et pitoyable qu'il s'attendait à ce que je sois. Andrew atteignait le point culminant de son discours, sa main tenant maintenant ouvertement celle de Jenna. Ma famille a regardé avec des expressions allant du choc à l'inconfort en passant par la pitié et exactement la réaction à laquelle ils s'attendaient. J'ai eu quelques secondes pour décider, sortir avec une défaite apparente ou les affronter sans ma preuve. Aucune des deux options n'était acceptable. Alors qu'Andrew prononçait les mots Jenna et moi sommes tombés amoureux, j'ai réalisé qu'il y avait une troisième option. J'avais apporté mon ordinateur portable en guise de sauvegarde. Toutes les preuves étaient là, organisées et prêtes. Avec une détermination calme, je l'ai ouvert sous la table et j'ai accédé à mon programme de messagerie. Alors qu'Andrew finissait de parler et que tous les yeux se tournaient vers moi avec impatience, j'ai appuyé sur envoyer un seul email à toutes les personnes présentes, avec toutes les pièces jointes incluses. S'il vous plaît, tout le monde, dis-je dans le silence abasourdi, vérifiez vos emails maintenant. La chorégraphie des instants suivants était presque belle par sa précision. Les téléphones sonnèrent successivement autour de la table à mesure que mon email arrivait. Des regards confus ont été échangés avant que, un à un, les membres de la famille n'ouvrent le message. J'ai préparé un contexte supplémentaire pour l'annonce d'Andrew, expliquai-je calmement, regardant le sourire confiant d'Andrew faiblir. Juste une documentation que je pensais que tout le monde devrait avoir. Mon père fut le premier à réagir, son visage s'assombrissant alors qu'il parcourait son téléphone. Mon cousin David a murmuré « putain de merde » dans sa barbe. Ma mère a posé son téléphone avec les mains tremblantes, regardant Jenna et moi avec une horreur naissante. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Andrew en attrapant son propre téléphone. « C'est la vérité » répondis-je simplement. Tout ce que j'ai découvert au cours des 6 derniers mois, organisé pour plus de clarté, les reçus d'hôtel, les SMS, les dossiers financiers, l'historique complet de votre relation avec ma sœur. Jenna se précipita vers son téléphone, son visage perdant ses couleurs alors qu'elle ouvrait l'email. Ce sont des conversations privées, balbutia-t-elle. Tu n'avais pas le droit. Ce sont des conversations sur moi, corrigeai-je, sur la façon de me tromper, sur à quel point je suis pathétique et inconscient. J'ai particulièrement apprécié l'échange au cours duquel vous avez discuté de l'opportunité de me le dire avant ou après Noël et avez décidé que gâcher ses vacances serait cruel. Andrew parcourait frénétiquement les preuves, son récit prévudamment maudit se désintégrant à chaque coup. C'est une atteinte à la vie privée, balbutia-t-il. Tu ne peux pas juste. En fait, je peux l'interrompis-je. Washington est un État à consentement unique pour les enregistrements. Nos comptes partagés étaient bien partagés et la plupart de ces informations ont été collectées à partir d'appareils et de comptes que vous avez laissés ouverts, souvent chez nous. La pièce était tombée dans un silence stupéfiant, interrompu seulement par les halètements occasionnels lorsque quelqu'un atteignait un élément de preuve particulièrement accablant. Vous prévoyez de l'annoncer ce soir, continuai-je d'une voix ferme. Vous avez chorégraphié ce moment pour contrôler le récit. Les amoureux, la décision difficile, la rupture nette où vous ne vous attendiez tout simplement pas à ce que j'ai mon propre récit. Ma mère a trouvé sa voix la première. Jenna, comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Cela se produisait le changement de perception pour lequel j'avais travaillé pendant des mois, la réécriture de leur fiction soigneusement construite. Andrew a tenté de limiter les dégâts, l'autorité de son médecin faisant surface alors qu'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. C'est clairement la façon dont Vivant gère une transition difficile, a-t-il déclaré, adoptant un ton clinique. Elle a créé ce complexe. Arrête de parler, Andrew, interrompit mon père, la voix glaciale. Ma fille ne fabrique pas de preuves.
C'est littéralement sa profession. Jenna a fondu en larmes, sa stratégie de prédilection lorsqu'elle y est confrontée. Je n'ai jamais voulu blesser personne, sanglotait-elle. C'est juste arrivé. Vous ne pouvez pas contrôler de qui vous tombez amoureux. D'après vos SMS, mon cousin David est intervenu en brandissant son téléphone. Vous planifiez cela depuis plus de 2 ans. Cela ne se produit pas tout seul. Le cœur de condamnation s'est accru à mesure que de plus en plus de membres de la famille traitaient ce qu'ils lisaient. Tante Patricia réconfortait ma mère, qui ne pouvait s'empêcher de regarder Jenna comme si elle voyait un inconnu. L'oncle James posait à Andrew des questions pointues sur les écarts financiers mentionnés dans les courriels. Je suis resté silencieux, regardant les conséquences naturelles se dérouler. Après des mois de documentation, d'analyse et de préparation, je n'avais plus rien à dire. Les preuves parlent d'elles-mêmes, claires et irréfutables. J'ai rassemblé mon sac à main et me suis levé. Je devrais y aller, dis-je doucement. Papa, je suis désolé pour ton dîner d'anniversaire. Mon père s'est levé immédiatement. Je vais vous accompagner. Dehors, il m'a serré violemment dans ses bras. Je n'avais aucune idée de ce que tu vivais, dit-il, la voix rauque d'émotion. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Je devais d'abord le comprendre, ai-je expliqué. Et j'avais besoin que tout le monde le comprenne aussi. Pas seulement me croire. Alors que je partais, mon téléphone s'est allumé avec des messages de membres de ma famille ou expressions de soutien, de choc et de solidarité. Je l'ai éteint, me réjouissant du silence. Le lendemain matin, j'ai demandé le divorce. Les tentatives d'Andrew et Jenna de contrôler le récit avaient complètement échoué non pas à cause d'une confrontation dramatique, mais à cause de la présentation méthodique de la vérité. 3 mois plus tard, alors que je signais les derniers papiers du divorce, mon avocat m'a demandé si j'étais satisfait du résultat. Je ne ressens pas de satisfaction, répondis-je honnêtement. Juste de la clarté. J'avais bâti une carrière dans la découverte de preuves numériques du comportement humain. Je n'aurais jamais imaginé que mon plus grand cas serait de documenter mon propre mariage en ruine. Mais les professionnels utilisent les outils dont ils disposent et, en fin de compte, la documentation méthodique a accompli ce que la confrontation émotionnelle n'aurait jamais pu réaliser. Cela avait remplacé la tromperie par la vérité. Ce soir-là, j'ai emballé mes dernières affaires et j'ai emménagé dans mon nouvel appartement avec vue sur Puget Sound. Alors que le soleil se couchait sur l'eau, j'ai supprimé les fichiers d'enquête de mon ordinateur aux dernières étapes d'un processus qui avait consommé près d'1 an de ma vie.